Hello, hello, bonjour et bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes déjà pas mal dans le chat. Salut Ribos, salut Laurent Chélus, salut Hardware, salut Goose alias Sylvain, salut David ST, Viking Geek. Qui a d'autres? Tetramb, Carmicatosaurus, bienvenue à toi. Xalès, évidemment, fidèle parmi les fidèles. Et je vois d'autres personnes qui sont ici. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine qui démarre. Salut Philippe, Philippe qui vient d'arriver ici. Comme vous avez vu, je viens de renommer l'émission. J'ai changé le titre de l'apéro tech vers slash dev nul, parce que pourquoi pas. Voilà, je me suis dit slash dev nul, ça c'est bien. Et puis, donc aujourd'hui, j'ai prévu, donc vous avez vu, nouveau design, hein, il y a les petites peluches ici, le fond il a changé aussi. Bon bref, bon, j'adapte un petit peu le format, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est plutôt intéressant et un sujet de hype, ce qui change un petit peu de ce dont je parle habituellement. Je voulais parler de Claude Code. Est-ce que Claude Code va remplacer les devs? Est-ce que Claude Code va nous remplacer? Je trouve le sujet assez intéressant. Alors pourquoi je voulais parler de ça? Parce que depuis quelques semaines, je me rends compte sur les réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses et souvent un petit peu tout et n'importe quoi. Et surtout avec des assertions, je dirais, un petit peu tranchées. Alors évidemment, c'est un sujet éminemment, comment je dirais, je cherche le terme qui peut un peu trancher les gens sur ce sujet. Et clivant, merci hardware, je cherchais le mot. C'est un sujet un peu polémique, un peu clivant. Et évidemment, on peut y voir un petit peu tout ce qu'on veut. Comme d'habitude, je prétends pas du tout avoir la science infuse sur le sujet, ni une vision claire de ce qui va se passer dans le futur, mais je voulais vous faire part un petit peu de mon analyse sur le marché en ce moment, en quoi ces outils peuvent être intéressants, ce qu'ils nous apportent, qu'est-ce qu'ils apportent réellement. Parce que pour être très très honnête, quand je vois des posts de gens qui disent, alors c'est toujours les mêmes profils, on va pas se mentir, quand vous regardez leur bio, c'est je suis créateur SaaS, vendeur de PDF, truc muche, tagada de soin. En tout cas, quand je vois des gens qui postent des trucs, oui, moi je viens de délivrer ma nouvelle super feature en étant le cul dans mon gros canapé et en chattant via WhatsApp avec mon IA qui code à ma place. Euh, Excusez-moi les mecs, mais autant oui, on peut piloter notre IA, Claude et d'autres via WhatsApp, via Teams, via tout ce que vous voulez, etc. Mais c'est pas ce que j'appelle du codage. Et évidemment, si vos clients tombent dessus, et en tout cas, si moi j'étais un de vos clients que je tomberais dessus, je me dirais, putain, mais le mec, il se fout un peu de notre gueule, parce que le mec, il se contente d'envoyer des ordres à son IA, il regarde à peine le code généré, voire pas du tout, c'est go to prod. Je me poserais vraiment la question de la qualité du code qui est généré et de ce qui part réellement en prod. Bref, c'est mon avis qui n'engage que moi, encore une fois. Mais voilà, c'est ce genre d'assertion qui m'agace. Et puis les gens qui disent ouais, oui, moi j'ai vu la lumière, tous les devs vont disparaître. Évidemment, tous les devs vont disparaître, mais sauf eux, évidemment. Bref, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire en ce moment et ça me plaît pas trop. En revanche, on vit évidemment un tournant, je pense, qui est assez important dans l'écosystème de la tech de façon générale. Mais je pense pas que l'on soit à un pur grand remplacement des devs. Alors, il y a Strato Silver qui dit ceux qui prédisent le remplacement des devs, ce sont des entreprises IA qui ont besoin de milliards de cash tous les mois. Oui, il y a de ça. Mais pas que. Il y a ce genre d'entreprises effectivement qui prédisent la fin des devs et qui d'ailleurs soufflent le chaud et le froid, hein. Si on regarde un petit peu fondateur d'Anthropic ou le fondateur d'OpenAI et j'en passe et des meilleurs, c'est ce que j'appelle des pompiers pyromanes, parce que ce sont les premiers à dire que oui, l'IA va tout remplacer, l'IA va brûler tous vos emplois, patati patata, et que dans le même temps, ce sont les premiers aussi à dire, qui en appellent soi-disant à de la régulation,
de la régulation pour pouvoir réguler l'IA, pour éviter que l'IA devienne une sorte de Skynet slash Terminator qui va tout détruire. Donc, enfin, quand on voit les assertions de ces gens-là qui, un coup, nous disent ça va tout nous détruire, et un coup qui nous disent et donc il faut la réguler, et en même temps, ils continuent à lever des milliards et des milliards pour pouvoir alimenter ça, c'est pour moi, ce sont des vrais pompiers pyromanes. Salut Sebi qui vient d'arriver dans le chat. Donc, bon, bref, c'est un sujet que je vais passer parce que c'est pas le fond du sujet en ce moment que je voudrais vous évoquer aujourd'hui. Mais alors, il y a Taser75 qui dit: que penses-tu des prises de position récentes de André Karpathy, des RH ou du CEO de Spotify sur le fait que, attends, je regarde, de beaucoup moins coder soi-même et de faire des agents. Voilà, c'est tout à fait le sujet que je voudrais évoquer. Ce sujet est intéressant parce que, comme je le disais il y a 2 minutes, je pense que ces outils sont en train de profondément transformer notre métier de développeur, et de développeuse et de tech en général, vers autre chose. Ça ne veut pas dire que ces métiers vont être remplacés, et moi je le compare souvent, j'en ai discuté avec déjà certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, je le compare énormément à la révolution de l'agriculture de l'après-guerre, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui continuaient donc à labourer les champs avec des charrues, des bœufs, etc., etc. Puis il y a eu finalement un apport massif de tracteurs et de mécanisation, voire presque d'automatisation de certaines tâches, et le métier a complètement changé. Quand vous regardez aujourd'hui un agriculteur sur son tracteur, le tracteur, c'est une mine d'or technologique, c'est-à-dire le tracteur est capable de se piloter tout seul via GPS. Il est capable d'adresser les bonnes doses de grains au bon endroit, ou les bonnes doses de produits phytosanitaires à d'autres endroits, en fonction des cartes de rendement, en fonction du terrain, etc., etc. Bon, c'est pas un sujet que je connais éminemment beaucoup, mais j'en ai beaucoup discuté d'ailleurs avec Mathieu Pasneau, je te fais coucou mon petit Mathieu, qui lui est un grand spécialiste sur le sujet et qui nous en parle assez régulièrement. Et donc quelque part, on voit que ce qui était fait à l'époque avec 10 personnes est fait aujourd'hui avec une personne. Et voir que cette personne a fait beaucoup plus que les 10 personnes de l'époque. Et je pense qu'on est en train de vivre un peu une révolution en ce sens, c'est que le métier est en train de changer, et que oui, je pense que on va probablement moins coder soi-même à l'avenir. En tout cas, se coder tout seul avec sa petite mimine tranquillement et tout ça, et plus se faire augmenter, puisque c'est un peu le terme consacré à la mode, le développeur augmenté, se faire augmenter par des outils d'IA. Alors certains de qualité très variable, mais en tout cas qui peuvent apporter pas mal de choses. Alors je voudrais parler de Claude parce que, pourquoi Claude? Parce qu'aujourd'hui, selon moi, et selon mon expérience que j'ai actuellement, c'est selon moi le meilleur outil de codage par IA qui existe sur le marché pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, à la vitesse à laquelle évolue le marché, ce sera peut-être pas vrai dans 6 mois ou 1 an. Franchement, c'est difficile à dire. Il y a encore 2 ans, tout le monde disait ChatGPT, OpenAI, etc., etc. Puis finalement, d'autres acteurs sont en train d'arriver avec des outils qui me semblent bien meilleurs, notamment Anthropic. Je fais pas de pub, je suis pas du tout sponsorisé pour dire qu'Anthropic c'est génial, etc. Mais force est de constater que Anthropic arrive avec des outils qui sont, ma foi, de bonne qualité, et qui permettent de produire de bonnes choses. Alors, Anthropic, c'est la maison mère qui produit Claude, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore. Voilà. Et donc, ils produisent plusieurs types de produits. Je vais vous partager ça à l'écran. Déjà, il y a un outil à la ChatGPT. Donc, si vous allez sur Claude AI, vous avez une sorte de ChatGPT-like, donc, qui vous permet de démarrer une nouvelle conversation et de pouvoir faire pas mal de choses aussi. Dessus, donc générer des images, dialoguer, faire de la réflexion, analyser des documents, etc. Comme ChatGPT, comme Mistral, j'en passe et des meilleurs, ils le font tous. Il a aussi une partie code à laquelle vous avez accès si vous avez évidemment le bon plan pour le faire, où vous pouvez coder directement dans le navigateur. Cette partie-là, je ne l'ai pas du tout utilisée, pour être très honnête, parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Par contre, j'ai utilisé Claude Code,
Claude Code, donc, qui est une sorte de spin-off de Claude AI. Claude Code est un outil qui a été développé en mode innovation R&D en interne chez Anthropic, et pour aider justement, accompagner les développeurs, pour avoir une sorte d'agent avec lequel on peut converser directement dans un terminal pour pouvoir coder avec de l'IA. Voilà. Et pour être très honnête, cet outil est vraiment plutôt bien fait, je trouve, plutôt sympathique. Alors, j'avais testé Claude Code et le codage avec Claude il y a quelques temps. Euh, Ça me donnait pas de bons résultats, mais aussi peut-être parce que j'avais pris le plan de base qui est peut-être pas incroyable si on regarde le pricing d'ailleurs de ces outils. Et c'est là où ça va peut-être changer des choses à venir. Bon, évidemment, vous avez un plan free, hein, comme ChatGPT, etc. Mais vous avez accès à des modèles qui sont plutôt limités, on va dire. Vous avez le plan pro qui a 17 $ par mois, qui est plutôt pas mal, qui vous donne accès à un certain nombre de choses, dont Claude Code, pour le coup, mais vous êtes assez limité en termes de fenêtre de token et en termes de modèle aussi. Donc j'avais testé avec le plan pro et j'avais pas été spécialement complètement convaincu. Je trouvais le système Claude Code intéressant, mais on arrivait très très vite aux limites. Et je sais que certains et certaines d'entre vous, ici dans le chat, vous avez ce plan-là, voire le plan max. Et il y en a certains avec qui j'ai discuté. Je pense notamment à Philippe, puis à d'autres. Qui me disait oui, bah en fait si on n'a pas une stratégie pour limiter les tokens qui sont utilisés, bah on arrive vite aux limites, on va bosser pendant 1 heure, peut-être 2 heures, et puis après hop, on va être bloqué pendant 3 heures, et donc on va continuer à travailler, mais entre guillemets à la main. Donc ça donne une expérience un petit peu développeur, une expérience utilisateur qui est très frustrante quelque part. Et vous avez forcément le plan max, hein, qui vous apporte beaucoup plus de tokens, etc. Ça c'est pour les plans individuels. Et il y a les plans évidemment entreprise. Donc vous avez un plan team qui vous permet de créer une équipe et qui va vous coûter alors 20 $ par licence si vous prenez que Claude AI, ou 100 $ ou 150 $, 100 $ pour la partie premium. Et donc tout ça vous permet déjà d'avoir accès à des fenêtres de tokens qui sont, enfin, des nombres de tokens qui sont beaucoup plus gros, et des fenêtres de contexte qui sont beaucoup plus élargies aussi. Et puis le plan entreprise qui, évidemment, là, il faut rentrer directement en négociation avec Anthropic pour avoir des prix. Mais bon, voilà. Donc, il y a quelques semaines, j'ai équipé toute mon équipe de dev avec un plan team de Claude. Parce qu'il faut s'y mettre à un moment donné, et puis on était aussi à une croisée des chemins de se dire ok, il faut intégrer l'IA dans notre capacité à produire en termes d'outils de dev, donc au-delà des IDE, hein, avoir cette capacité à produire, mais aussi parce que ne pas être largué sur le marché, parce que je pense très concrètement que les gens ou les boîtes qui ne vont pas passer à des outils de code par IA, quel que soit l'outil et quel que soit ce que ça va amener, hein, comme fonctionnalité, vont juste rester sur le carreau, parce que c'est de formidables accélérateurs pour produire du code. Évidemment, des accélérateurs avec lesquels il faut avoir, je dirais, le recul nécessaire, l'expertise nécessaire pour pouvoir en tirer le parti et toute la substantifique moelle, comme on dit. Aujourd'hui, je pense que ce sont des outils qui fonctionnent très bien, et je le vois avec mon équipe, ça fait quelques semaines qu'ils sont équipés, et ce sont des gens qui sont plutôt seniors, et moi étant senior aussi sur le sujet, même très senior on va dire, je vois que ce qui est produit est de bonne qualité. En revanche, il faut avoir vraiment beaucoup de recul et beaucoup d'expertise sur ce qu'on lui demande de produire. Sinon, ce modèle va pouvoir nous produire du code qui va nous sembler de bonne qualité, notamment pour un junior, mais il va pas forcément avoir le recul nécessaire s'il n'a pas les bases de conception, d'architecture, les bases aussi d'optimisation, alors technique et ou algorithmique, ou de tomber dans des pièges que il faut voir ces outils-là, hein, comme étant des super juniors ou médiors qui sont très forts d'un point de vue technique, mais il faut les guider. Il faut énormément les guider. Parce que ils peuvent très bien vous générer un super site web ou une super API en 2.2, mais si vous lui dites pas tout, potentiellement, il va oublier de mettre une gestion de token CSRF ici, ou une petite faille de sécu par là, parce que la spécification qu'on lui aura donnée aura été beaucoup trop light.
Voilà. Donc il faut énormément guider l'outil. Et d'autant plus que, en fonction des modèles, je le disais, certains modèles sont plus avancés que d'autres. Donc, encore une fois, je trouve que ceux d'Anthropic, les derniers modèles, je pense notamment Opus 4.5 ou Opus 4.6 qui est sorti il y a quelques jours en réflexion approfondie, donnent d'excellents résultats en termes de code. Et ça, c'est assez impressionnant. Je l'ai testé sur différents sujets. J'ai testé sur des projets à moi, notamment mon émulateur Amstrad CPC XCPC. Je vous présenterai juste après un petit peu ce que j'ai produit avec. Et j'ai fait le test la semaine dernière sur un sujet purement business, interne à l'entreprise, où on m'a donné une expression de besoin. Et cette expression de besoin, j'ai pu aller donc de l'expression de besoin jusqu'au port de la mise en prod en créant un logiciel complet, un logiciel web complet business métier. Mais en revanche, ça m'a demandé énormément de travail d'avant-projet, c'est-à-dire de pouvoir créer déjà des spécifications d'après cette expression de besoin. Si je m'étais lancé directement sur la création du logiciel, je pense que j'aurais échoué. Mais vraiment, j'aurais échoué ou j'aurais passé peut-être 4 ou 5 fois plus de temps que nécessaire. En fait, ce qu'il faut vraiment penser quand on commence à coder avec l'IA et avec ce genre d'outils, c'est que il faut pivoter quelque part. Il faut pivoter pour pouvoir analyser ce qu'on a envie de faire, de pouvoir le spécifier, mais quand je dis le spécifier, c'est en langage naturel, hein, de dire, voilà, cette vue, je veux tel ou tel champ, je veux telle ou telle fonctionnalité, pense à bien ajouter par exemple, toutes les contraintes de sécurité, par exemple, vérifier tout ce qui est injection SQL, faille XSS, tout ça, etc. En fait, il faut vraiment tout border d'un point de vue métier, d'un point de vue technique, pour que ensuite dire à l'IA, de lui faire créer un plan d'implémentation et ensuite de pouvoir implémenter le logiciel de façon itérative. J'ai remarqué que lorsqu'on aborde cette démarche, ça nous permet de produire du code qui est de relativement bonne qualité et avec une architecture qui est de relativement bonne qualité quand on lui donne bien les billes. Et évidemment, ça permet aussi d'aller bien plus vite pour pouvoir produire. Et je pense que dans le futur, l'usage de ces outils-là vont abaisser le time to market. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui va changer dans le futur et ce qui va faire que les gens vont continuer à développer sur le marché ou vont mourir, c'est s'ils n'adoptent pas ces outils, leur time to market restera plus long que ceux qui ont adopté ces outils et donc ils vont mourir sur ce marché. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas une seule entreprise dans quelques mois ou / années ou un client qui dirait oui, j'accepte de payer 2 fois plus cher alors que vos concurrents font la même chose en 2 fois moins de temps, peut-être pour 2 fois moins cher. Donc évidemment, c'est un vrai sujet. Et comme je le disais, derrière, ça reste quand même des modèles d'IA. Donc il faut avoir énormément de recul, et le recul nécessaire parce que les modèles peuvent générer du code qui est n'importe quoi si on ne relit pas. Et je prends les conseils d'un grand homme, toujours ici présent d'ailleurs, Kigorg, qui est toujours dans le chat, encore lui, qui nous disait il n'y a pas longtemps, moi, lorsque je demande quelque chose à mon IA, à mon Claude Code, je lui demande pas un truc et je pars me faire un café, je regarde tout ce qu'il est en train de me produire. Et évidemment, je pense que c'est les clés de succès, hein. C'est le facteur clé de succès de pouvoir être derrière l'IA et de voir ce qu'elle nous produit et surtout de l'arrêter quand elle commence à faire n'importe quoi ou de pouvoir la réorienter sur quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui se contentent de lancer l'IA et de faire yes, 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 j'accepte, et puis c'est tout. Donc, et je voulais vous montrer un petit truc assez sympa, et ça reste un petit peu dans le sujet. Par exemple, juste pour vous montrer l'imperfection aujourd'hui de ces modèles, parce que certains modèles sont totalement imparfaits, même s'ils s'améliorent et que demain ils deviendront bien plus performants. Je vous repartage mon écran. J'ai vu passer cette trend un petit peu sur les réseaux sociaux où des gens posaient la question à leur IA favorite en disant « Je dois laver ma voiture, la station de lavage est située à 100 mètres, dois-je y aller à pied ou en voiture ?» Donc évidemment, si vous voulez laver votre voiture, ça vous paraît évident qu'il faut prendre votre voiture et y aller en voiture pour pouvoir la laver. Bah, en fait, si vous tapez ça dans ChatGPT 5.2, eh ben, il vous dit à 100 mètres, on parle environ d'1 ou 2 minutes à pied. Conclusion logique, vas-y à pied. Et puis, il nous met derrière toute une liste d'arguments pour nous dire d'y aller à pied. Ce qui n'a complètement aucun sens. C'est vraiment super drôle. Alors, je l'ai évidemment testé avec d'autres IA, d'autres modèles.
Claude, en version Sonnet 4.5, donc pas avec la dernière version, pas avec la version qui est sortie récemment, Opus, mais en Sonnet, par exemple, eh ben, je lui posais la même question, il dit, pour une distance de 100 mètres, je vous recommande clairement d'y aller à pied. Et si vous prenez Mistral, eh ben, je dois laver ma voiture, etc., etc. Même question. Il me dit, bah, la réponse dépend de quelques critères pratiques et écologiques, Olivier. En voiture, avantage, tu peux laver ta voiture directement sur place sans effort physique supplémentaire. Inconvénient, travailler le moteur pour seulement 100 mètres. C'est peu efficace. Et à pied, avantage, c'est une très courte distance. C'est bon pour l'environnement et ta santé. Tu peux aussi vérifier l'état extérieur de ta voiture en marchant vers la station. Mais ça n'a complètement aucun sens. Ça n'a complètement aucun sens. Donc, tout ça pour dire que si vous vous attendez à ce qu'une IA de code vous produise un code éminemment parfait du premier coup et sans problème particulier, bah repensez à ce genre de choses parce que ce sont globalement presque les mêmes modèles, mais plus génériques, hein, qui répondent à ce genre de questions. Est-ce que je dois aller laver ma voiture à pied ou en voiture? Donc c'est la même chose. Donc une fois que vous êtes conscient de ça, je pense que vous pouvez aborder le sujet et donc de pouvoir en tirer vraiment un très bon parti. Alors, pour en revenir à Claude Code, je vais vous repartager hop, ici la fenêtre, Claude Code, toc, on la met là, capture d'écran. Donc, Claude Code. Pour aller installer Claude Code, bah, c'est très simple. Bon, déjà, il faut prendre un plan Claude, hein, évidemment. Donc, il faut aller payer. Voilà. Et vraiment, si vous êtes développeur ou développeuse, alors si vous avez la chance que votre entreprise vous apporte une licence pro, bah, ça c'est une licence team, hein, c'est tant mieux. Si vous êtes indépendant, je vous suggère vivement de prendre une licence, la licence à 100 et quelques dollars, parce que c'est là où vous pourrez vraiment tirer parti de l'outil. Alors pour l'installer, vous avez plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai utilisé la façon, je télécharge le script install.sh. Alors évidemment, on vous dit toujours curl-f ssl le install.sh bash. Ne faites pas ça, c'est pas parce que c'est Claude et Anthropic. Téléchargez le script chez vous, regardez ce que fait le script, juste pour voir si le script ne va pas vous péter quelque chose sur votre machine. Moi je dis ça, je dis rien, je vous aurais prévenu. En revanche, moi j'ai utilisé donc ce script, j'ai regardé ce qu'il faisait et ensuite bah, j'ai fait le chmod qui va bien, j'ai lancé le script. Par contre, c'est pas installé sur ma machine. Ce que j'ai fait, moi, comme je suis un gros psychopathe, j'ai créé une VM sur l'une de mes instances Proxmox, donc une VM avec, je sais plus, 8 Go de RAM, 8 vCPU, et puis de l'espace disque. Et cette VM, elle est dédiée à l'usage de Claude Code. Pourquoi? Parce que je me sens pas encore à l'aise aujourd'hui d'installer Claude sur ma machine, de lui laisser potentiellement accès avec à l'historique de mon navigateur ou documents qui sont dans mon répertoire personnel, j'en passe et des meilleurs. Donc moi j'ai pris le parti d'avoir une instance totalement isolée de Claude Code, donc une VM qui tourne sous Debian 13, qui n'a que l'utilisateur root et un utilisateur qui est mon utilisateur, et sur lequel c'est moi qui vais les cloner ou qui vais les mettre dans le répertoire utilisateur, seulement ce qui est nécessaire pour que je puisse exploiter Claude. Je me sens pas du tout à l'aise aujourd'hui de l'avoir sur ma machine et que Claude puisse éventuellement avoir, même s'il pose la question, hein, que Claude puisse avoir accès à mes clés SSH, à mon historique de navigation, que sais-je encore, à voir à des documents confidentiels. Parce que quand on utilise Claude en CLI, bah, évidemment, il nous pose la question de savoir est-ce qu'on le laisse parser tel ou tel répertoire, mais c'est pas ça reste un automate, hein, ça reste un programme. C'est pas parce que on lui dit quelque chose qu'il n'est pas à l'abri d'un bug et d'aller scraper du contenu là où on lui a dit de ne pas le faire. Voilà. Donc, alors, moi je l'ai fait dans une VM, hein, vous pouvez aussi le faire, je pense, dans des conteneurs, j'en passe et des meilleurs. Dans tous les cas, moi j'ai pris cette approche. Ne faites pas confiance à ces outils. Quand vous installez quelque chose de l'extérieur, notamment avec un script.sh qui vous télécharge un blob binaire que vous ne pouvez pas analyser, que vous ne savez pas, et puis qui plus est powered by l'IA, je vous aurais prévenu, prenez vos précautions. Faites-le tourner dans des VM, dans des conteneurs, peu importe, mais voilà, faites attention. Donc je vais aller sur mon instance, hop, Claude.
Voilà, donc je me log dessus, donc je suis connecté en tant qu'Olivier Poncet sur cette instance, et donc j'ai installé Claude Code avec le fameux script, et une fois que le fameux script est installé, bah, vous avez accès à Claude qui vous permet d'aller directement dans un répertoire, et ensuite vous pouvez lancer Claude et il va vous dire est-ce que vous m'autorisez à scanner le répertoire de ce projet, auquel cas vous pouvez répondre oui, puis il va commencer à faire un certain nombre de choses. Donc, moi, j'ai pris mon émulateur d'Amstrad CPC, notamment, qui doit faire plus ou moins 100 000 lignes de code à peu près. Et une des premières choses que je lui ai faites, donc je lui ai fait Claude, j'ai lancé Claude la première fois. Hop. Et donc, une des premières choses que je lui ai fait faire, je lui ai dit, je lui ai écrit, analyse-moi ce dépôt de code source, et puis fais-moi un résumé. Donc il m'a analysé le dépôt de code et puis il m'a dit, je l'avais posté sur les réseaux sociaux, ouais, le code est plutôt bien architecturé, c'est un émulateur d'Amstrad CPC qui fait ci, qui fait ça, etc. etc. Alors pour initialiser l'usage de Claude dans un dépôt, vous avez juste à faire /init et il va vous créer un fichier à la racine qui s'appelle claude.md. Claude.md, il va stocker dedans tout ce qu'il aura découvert, tout ce qui est relatif à votre projet. Alors, moi, sur des projets déjà existants, je fais pas tout de suite le /init. En général, je lui tape ce que je vous ai dit avant, analyse-moi ce dépôt de code source, et puis je dialogue avec lui pour lui faire analyser peut-être un peu plus en détail certaines parties. Et ensuite, je lui fais faire un /init où je lui dis, crée-moi le fichier claude.md à la racine. Ce qui permet d'avoir une analyse assez fine finalement de votre projet. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. SSH Helios Claude. Hop, on va aller cd projet XCPC. Et si on ouvre le claude.md, eh ben, il va générer un fichier Markdown qui va contenir tout ce qu'il aura découvert et dont il va se servir à chaque fois que vous allez itérer sur le projet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il a sorti, vous voyez, tout ce que mon programme peut prendre en ligne de commande. Il m'a fait une petite architecture overview en ASCII Art. Il a découvert tous les sous-systèmes qui existent dans ce projet, etc. Donc il a fait plutôt bien. Et donc avec la version Opus 4.5 et ensuite 4.6. Et il a fait plutôt ça bien. J'étais d'ailleurs assez agréablement surpris de voir à quel point il avait été pertinent dans son analyse. Donc, quelque part, lorsque vous êtes dans une phase de découverte d'un projet, ça peut être une chose intéressante de passer Claude. Vous pouvez faire la lecture que vous faites du code habituellement, hein, comme on fait, on ouvre des fichiers, on regarde comment c'est architecturé, etc. Mais Claude est quand même assez puissant, je dirais, pour pouvoir analyser un projet legacy qui existe déjà. Ça permet d'avoir un certain nombre d'informations qui sont plutôt intéressantes. Et puis, évidemment, une fois que Claude connaît un petit peu votre projet, je vais remonter ici, voilà. Donc, on peut lui dire d'itérer sur certaines parties. Alors, attendez, je vais remonter un peu dans mon historique. Voilà. Ce que je lui ai fait faire à mon petit Claude, je ne l'ai pas dans l'historique parce que j'avais dû faire ça dans un autre répertoire. Je lui ai dit, mon émulateur d'Amstrad CPC utilise pour rendre l'image le sous-système Xorg X11. Voilà. Et donc, ça faisait un petit moment que je voulais implémenter le renderer OpenGL. Donc, ce que j'ai fait, j'ai guidé Claude en lui disant, je souhaite ajouter le renderer OpenGL à XCPC et je lui ai dit modifie-moi le code, propose-moi, fais-moi un plan de modification du code qui va permettre donc d'implémenter le renderer OpenGL en modifiant le strict minimum de choses et en respectant tous les codings standards qui sont dans XCPC. Alors, évidemment, vu qu'il avait fait une analyse assez approfondie du projet, il avait déjà une notion de quels sont mes codings standards, la façon d'écrire en C++, etc., etc. Et donc, ça m'a permis d'obtenir finalement du code qui est assez intéressant, que j'aurais presque pu écrire moi-même. Alors, imparfait au début, parce que ça a marché plus ou moins du premier coup. En tout cas, ça a fonctionné, mais lorsque je quittais l'émulateur, il y avait une faute de segmentation, il y avait des problématiques de rendering, etc. Par contre, ça m'a produit un code qui, en termes d'architecture, aurait pu être du code que j'aurais pu écrire moi-même. Et sur ce code-là, j'ai pu itérer. Alors, évidemment,
à un moment donné, on vient à refaire des tâches très régulièrement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ajouté du code avec Claude Code, bah, il faut quand même lui dire de façon très régulière de mettre à jour le Claude.md pour cette architecture. Donc, typiquement, moi, je me suis créé ce qu'on appelle une skill qui s'appelle Analyze Project and Update Claude MD. Et cette skill, c'est une skill qui permet simplement de dire à Claude, de façon très procédurale, de réanalyser le projet et de mettre à jour tout ce qui a divergé, tout ce qui a changé depuis la dernière fois. Comme ça me permet de maintenir mon Claude.md totalement à jour et de pouvoir continuer à travailler. Et je le fais de façon très méthodique. Dès que j'ai ajouté une feature, à ce moment-là, je lance ceci, hop, et donc là, on voit Claude en train de travailler. Donc, alors, je vais répondre à la question de Trislune, là. Un skill, c'est quoi? C'est un prompt. Oui, un skill, c'est un prompt. C'est une sorte de prompt qui est préprogrammé, que tu vas mettre soit dans ton projet, soit dans ton Home Directory. Comme ça, tu peux en bénéficier dans tous tes projets. Je vais te montrer par exemple mon skill. Je vais dans mon répertoire, dans mon Home Directory, Claude, Skills, et j'ai une skill qui s'appelle Analyze Project, un update Claude.md. Et dedans, j'ai un fichier Markdown qui s'appelle skill.md. Et donc, c'est un fichier Markdown qui nomme donc cette nouvelle skill, cette nouvelle compétence, et qui donne la description qui permet de dire, ça permet d'analyser le projet et de mettre à jour Claude.md. Et ensuite, derrière, je lui ai créé une procédure qui lui permet de mettre à jour mon Claude.md en fonction de comment moi je le ferais. Je lui dis, lis tous les sources de ce projet, compare tout ce que tu as trouvé par rapport à tout ce qui existe déjà dans Claude.md, et je lui dis, mets à jour le Claude.md en préservant le contenu existant qui est toujours OK, en ajoutant les nouvelles découvertes, en updatant, en mettant à jour tout ce qui est devenu inaccurate, hein, tout ce qui n'est plus au goût du jour, et en supprimant tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Et à la fin, je lui dis, fais-moi un rapport de tout ce qui est à modifier dans le Claude.md. Donc, quand vous créez une skill, ça vous permet d'automatiser finalement un certain nombre de tâches ou de prompts que vous faites de façon très répétitive. Et par exemple, pour mon émulateur Amstrad CPC, j'ai créé une skill particulière, project/xcpc. Si je vais dans le répertoire .skill, où est-ce que je suis .claude, cd.claude skill, j'ai créé une skill qui s'appelle xcpcdev. Et cette skill, elle permet de donner une compétence de développeur pour XCPC à Claude, en lui disant, qui permet de développer des features spécifiques pour XCPC, et je lui dis que tu dois te comporter comme un développeur C++ sur le projet d'émulateur XCPC. Tu dois strictement suivre toutes les règles qui sont ci-dessous, etc., etc. Et donc je lui donne ici, je lui ai donné tous les langages standards, comment doivent être structurés tous les fichiers de code, tous les fichiers sources, les include guards, les diviseurs de sections, comment doivent se terminer les fichiers, l'ordre des includes en C++. Donc je lui donne des exemples, et ça, il faut nourrir l'IA. Il faut vraiment la nourrir pour pouvoir lui donner toutes ces informations. Alors tout ça, je ne l'ai pas écrit à la main. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai dit à Claude, génère-moi, analyse tout le code source de XCPC et génère-moi les codings standards dans un fichier qui s'appelle coding.md, et j'ai récupéré ça pour créer cette skill. Et donc, cette skill est une synthèse de ce que doit faire Claude pour se comporter comme un développeur sur ce projet avec les codings standards de ce projet. Et ça c'est assez intéressant parce que ça permet d'obtenir finalement une feature ou du code qui est produit par Claude qui est plutôt de bonne qualité et surtout qui respecte vos standards. Donc très clairement, sur ce projet, quand Claude me génère du code, je peux vous assurer qu'il génère du code que moi j'aurais pu écrire à la virgule près en termes de présentation, de syntaxe ou d'organisation. Il y a très très peu d'écart. Je constate en général que l'écart il est peut-être de 10% par rapport à ce que moi j'aurais écrit, mais parfois parce que j'ai des règles implicites dans ma tête qui ne sont pas forcément explicitement écrites. Et donc je mets à jour cette skill de façon très régulière pour justement un petit peu compenser tous ces trous de spec. Alors les skills sont des outils en tant que tels, mais il y a d'autres outils que j'utilise pas encore beaucoup, ce sont les agents. Vous pouvez créer des agents, donc qui sont des agents de codage autonome. Certains agents que vous allez pouvoir
définir comme étant une sorte de chef de projet, un agent qui va coder une feature, un agent qui va tester une feature, etc. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans une boucle itérative pour coder une feature particulière. Et ce sont des agents qui vont tourner en parallèle pour créer cette feature. J'aime pas trop cette approche d'agent parce que j'ai l'impression, moi, en tout cas de mon expérience, de perdre un petit peu le contrôle de ce que ça fait parce que vous avez c'est comme si vous aviez plusieurs personnes qui travaillent en parallèle de vous, qui font des trucs un petit peu dans votre dos où vous savez pas trop ce qui se passe. Donc j'aime pas trop. Moi, je préfère plutôt travailler de façon séquentielle avec des skills. Ça me semble plus intéressant. Donc si je reviens sur la skill là, qui est en train de s'exécuter, bon, il n'a pas fini, ça prend du temps parce que j'utilise Opus 4.6 en réflexion approfondie, et comme il y a déjà plus de 100 000 lignes de code dans ce projet, bah évidemment, ça prend du temps. Mais là, on voit qu'il a trouvé un certain nombre de choses. Il voit que toutes les sections qui aujourd'hui il a découvertes et qu'il a analysées sont tout à fait accurate par rapport à ce qu'il y a dans le projet. Et en fait, il est en train de me dire que bah, j'ai rien à mettre à jour pour le Claude.md parce qu'il est déjà à jour. Ce qui est normal parce que je l'ai mis à jour ce matin lors de ma dernière modif. Si je voulais rajouter une feature, par exemple, en disant j'en sais rien, je veux rajouter une option en ligne de commande qui permet de lancer XCPC en x2, par exemple, avec une fenêtre x2, je pourrais lui dire XCPC-dev, add an option to the command line to permit the display, to permit to display the frame buffer with de scale. On pourrait mettre ça quelque chose comme ça. Donc là, très concrètement, si je lui disais de faire ça, il irait coder directement. Moi, j'utilise plutôt la méthode plan. Pourquoi? Parce que quelque part, là, vous voyez, j'ai mis une expression de besoin qui finalement est très vague et très vaste. Il pourrait l'interpréter de plusieurs manières différentes. Donc, ce que je préfère lui dire, write a plan, alors qui est équivalent à la commande /plan. Vous pouvez pouvoir rentrer en mode plan. Le mode plan dans Claude, ça vous permet de pouvoir lui dire de préparer à faire les choses avant de les faire elle-même. Comme ça, il rentre dans une phase d'analyse, de structuration de sa pensée, de pouvoir, de création de comment il va effectuer les choses avant même de les faire. Donc moi, en général, quand j'utilise par exemple ma skill XCPC-dev, je dis write a plan to add an option, etc., etc. Et donc là, il va aller analyser le code, il va modifier rien d'autre, et il va juste m'écrire un plan de modification de comment il va s'y prendre pour aller ajouter cette fonctionnalité. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant parce que vous pouvez dialoguer avec votre IA, commencer à lui dire voilà ce que je souhaite faire, ah bah non finalement c'est pas comme ça que tu devrais faire, ah bah non finalement là tu touches à quelque chose, je ne veux pas que tu touches à ça, etc. 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 Et je pense qu'il faut passer énormément de temps pour pouvoir justement dialoguer avec cette IA avant qu'elle code réellement. Je pense qu'une des erreurs que font beaucoup de gens avec ce type d'outil, c'est de dire vas-y, écris-moi la feature, et puis la feature elle a l'air d'être écrite, à peine je la regarde, et vas-y, commit tout ça, push-moi ça en prod. Franchement, je pense pas qu'il faille faire ça. Et les gens qui font ça, ce sont des dangers publics, réellement. Donc, bref. Donc je vois que ça, en tout cas, le sujet fait pas mal parler dans le chat. Et donc il y a Empoisonneur qui dit on voit d'ailleurs de plus en plus de devs qui font le plan avec un modèle d'IA, puis font examiner ce plan avec un autre modèle d'IA. Ouais, tout à fait. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que ça permet d'avoir finalement un bon complément entre différents modèles d'IA. Moi, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise pas mal donc de prompts qui sont des prompts positifs, c'est-à-dire de lui dire ajoute telle feature, et ensuite je rajoute très souvent du négatif prompt aussi dans l'IA pour lui dire de ne pas faire telle ou telle fonctionnalité ou tel type de choses, ce qui lui permet d'être beaucoup plus pertinent, et ensuite je prends ce plan et je lui fais revoir à lui-même ce plan. Donc je fais itérer plusieurs fois. Donc ça prend évidemment, ça consomme beaucoup de tokens, on va pas se mentir, ça prend beaucoup de temps, parce que là en plus avec un modèle comme Opus 4.6 en réflexion étendue, bah, il se peut que le Claude réfléchisse pendant peut-être parfois 5, 7, 10 minutes, 15 minutes, ça peut arriver.
Mais par contre, on a déjà un plan d'exécution de l'implémentation et qui peut être super intéressant. Et ce que j'ai fait la semaine dernière, comme je vous le disais, sur un projet business, j'ai rédigé toutes les specs dans Cloud AI d'après l'expression de besoin. J'ai itéré pendant une journée et demie dessus. Et ensuite, j'ai créé le projet en PHP Symfony et un projet vide. Et ensuite, j'ai récupéré ces specs que je lui ai donné. Et d'ailleurs, avec Cloud AI, j'ai écrit les specs et je lui ai fait générer une maquette HTML, CSS, JS cliquable et fonctionnelle directement dans le navigateur. Donc en fait, j'ai pris la spec, j'ai pris la maquette, je l'ai donné à Claude Code et je lui ai dit voici la spec, voici la maquette, écris-moi le plan qui va permettre d'implémenter tout ça. Et au bout de 25 ou 30 minutes de travail sur le plan, il m'a sorti un plan qui était plutôt pas si mal d'implémentation. Et donc, j'ai fait 2-3 itérations dessus. Je lui ai fait générer l'applicatif et l'applicatif était généré globalement je dirais, à 80% correct, avec un taux de complétude à 80% et quelque chose qui se lançait, qui fonctionnait. Ce qui est plutôt pas mal, je dirais. Donc, et en vérité, cette application, j'ai réussi, une fois que j'ai fait ce plan, que j'ai fait la première implémentation, j'ai itéré plusieurs fois sur les fonctionnalités jusqu'à obtenir clairement ce que je voulais. Donc ça nécessite quand même beaucoup de recul en termes tech et beaucoup de recul en termes fonctionnels, mais l'application, j'ai pu la générer en 0,75 jours, globalement. Peu ou prou. En moins d'une journée, j'ai pu générer cette application. Or, il m'aurait fallu, rien que pour rédiger les specs et faire comment gérer la maquette, il m'aurait fallu peut-être une semaine et demie de travail, et il m'aurait fallu bien une semaine pour l'implémenter moi-même en code. Donc c'est réellement un formidable accélérateur. En revanche, j'ai dû faire plusieurs itérations sur le code qui a été produit la première fois, parce qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes, qui n'implémente pas systématiquement de façon évidente. Typiquement, j'ai dû lui redire, j'ai créé une skill qui permet de vérifier toutes les problématiques de sécurité, CSRF, XSS, etc. Et donc, je partais du principe que, vu qu'il a généré le code pour du web, bah, il aurait protégé tout le code qui aurait pu être faillible. Eh bien non. Eh bien, en analysant lui-même son propre code, il s'avère qu'à certains endroits, il avait omis d'ajouter certaines contre-mesures qui pouvaient être accessibles dans certains cas. Alors bien évidemment pour une API en tant que utilisateur logué, mais le code qu'il avait produit était loin d'être parfait en termes de sécurité. Et donc j'ai créé plusieurs skills qui permettent d'aller faire cette revue de code comme s'il se comportait en tant qu'auditeur de sécurité pour aller analyser le code, l'auditer et ensuite proposer des remédiations à ce qui manquerait. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant et donc c'est en ça que je voulais dire que les devs vont pas forcément disparaître du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que notre métier, je pense, va réellement se déplacer de l'écriture de code pur vers l'architecture et la structuration d'un projet logiciel. Et évidemment, on va moins passer de temps à écrire des lignes de code et plus passer de temps à spécifier, à organiser, à architecturer du code plutôt que de l'écrire soi-même. Je pense que même pour des personnes qui aiment écrire le code, comme certains et certaines d'entre vous dans le chat, ou comme moi, ou tous ceux qui nous regarderont sur YouTube, des fois on aime écrire le code. Moi par exemple, j'aime écrire du code, mais je pense que ces outils-là nous permettent d'aller dégrossir réellement des grosses parties de ce que l'on souhaite faire. Et pour l'émulateur XCPC, pour le renderer OpenGL que j'ai ajouté par exemple, ça m'a dégrossi une grosse partie du code. En revanche, je viens compléter certaines parties, je viens finalement les restructurer, les refactorer à la main, parce que certaines parties, je vais passer plus de temps à essayer d'exprimer à l'IA ce qu'elle doit faire que de le faire moi-même. Donc, on commence à avoir finalement une forme d'équilibre qui va se faire, c'est-à-dire 80% du code est bien préparé, planifié à l'avance, il est généré par l'IA, et les 20% restants par l'utilisateur. Et donc, juste pour vous repartager mon écran à la fin, donc XCPC, je lui ai fait ajouter cette fonctionnalité de renderer OpenGL et évidemment qui fonctionne, puisque voici le renderer OpenGL que je peux donc agrandir, etc., etc. Donc il y a encore quelques petits glitches, je pense, qui sont liés à GTK3. Mais ça fonctionne parfaitement. J'ai le rendu, là on le voit pas forcément, j'ai le rendu avec sans scanline et avec scanline pour simuler un écran CRT. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, hop, ici en zoom, voilà. Donc là, vous voyez les scanlines qui sont générés. Donc je peux changer la couleur de la bordure.
Je vais reprendre ici, hop. Et donc là, vous voyez que les scanlines sont bien générés. Et là les scanlines sont générés directement par un shader. Donc il m'a bien généré les vertex shaders, il m'a bien généré les fragments shaders, sur lesquels j'ai itéré. Bien évidemment, tout n'a pas fonctionné du premier coup, mais il m'a généré quand même une sorte de gros boilerplate, hein, quelque chose qui était fonctionnel à 80%, qui m'a fait gagner un temps considérable sur l'implémentation de cette fonctionnalité. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est une fonctionnalité, par exemple, que je voulais ajouter depuis très 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 longtemps. J'avais pas eu le temps. Je m'étais dit, bah tiens, j'ai accès à ce modèle. Ça va me permettre de pouvoir tester un petit peu aussi dans ses retranchements comment il peut analyser un projet qui est plutôt ancien, qui a vécu, parce que XCPC, ça fait plus de 25 ans qu'il existe. Il a évolué. Il y a quand même une assez grosse volumétrie de code. Donc c'est plutôt intéressant. Et je voudrais juste finir, et après on va aller chez l'ami Titi Moby, sur le sujet. Le danger que j'y vois, c'est pas tant qu'on se fasse remplacer en tant que tel. Peut-être que ça viendra, hein. Pour être très honnête, je n'en sais rien. Si ça se trouve demain, bah, on aura des modèles qui seront tellement performants qu'il n'y aura plus vraiment besoin de codeurs, mais surtout des gens qui sont plutôt des architectes d'entreprise, avec un bon background tech, etc., etc. Mais si on part là-dedans, ce qui me fait peur, c'est que c'est pour les juniors. Enseignant en école d'ingénieur, je vois que nos juniors aujourd'hui arrivent sur le marché à une période qui est une véritable période de bascule, c'est-à-dire qu'on leur enseigne un certain nombre de choses. Ils ont aussi ces outils d'IA qui leur permettent aussi de brûler les étapes, parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes ont tendance à utiliser ces outils d'IA pour produire du code, mais sans vraiment se concentrer sur les parties qui sont importantes, c'est-à-dire l'architecture, sur la part comment organiser le code, et surtout avoir les réflexes et comment je dirais, le recul nécessaire pour dire le code qui a été généré est de bonne ou de moins bonne qualité. Et en fait, les jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui sont dans une position difficile parce que beaucoup d'entreprises commencent à prendre le parti de ne plus trop embaucher des jeunes, des juniors sur le marché, et de les remplacer, si j'ose dire, par finalement des seniors avec des outils d'IA qui leur permettent de délivrer plus vite et entre guillemets moins cher. Et ce que j'y vois, c'est que le risque qu'on peut avoir dans les prochaines années, peut-être dans les 5 ans à venir, eh bien, c'est de ne plus avoir de juniors sur le marché, parce que les juniors d'aujourd'hui, ce seront les seniors de demain. Et j'ai bien peur qu'à un moment donné, on soit en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si ça va se produire comme ça ou si ça va aller dans ce sens, ou que finalement les écoles et les juniors vont être formés beaucoup plus sur de l'architecture, sur de la technicité algorithmique, ce genre de choses, plutôt que sur la production de code même. Mais aujourd'hui, ceux qui arrivent sur le marché, je pense que c'est difficile pour eux, parce qu'ils ont eu 5 ans d'études, et c'est les 5 dernières années pendant laquelle, quelque part, l'IA a commencé à émerger, et donc les cursus scolaires ne changent pas aussi vite que le marché, ne changent pas aussi vite que ce qui se passe en entreprise. Donc c'est un vrai sujet. Moi, j'ai envie de dire, si vous pouvez, dans vos entreprises, continuer à embaucher des juniors et à les former réellement, et à l'usage des outils d'IA, mais surtout à ce qui fait la différence entre un bon logiciel, une bonne architecture, et un mauvais logiciel, une mauvaise implémentation, je pense qu'il faut le faire, parce que demain, je pense qu'on va avoir des gros problèmes. On va avoir des gros problèmes de staffing. Alors peut-être que ces problèmes seront auto-résolus par le fait qu'il y aura des super IA de codage qui nous permettront finalement de coder sans plus avoir besoin de codeurs, mais j'y crois pas trop quand même. Moi, je vois juste que notre métier va juste se déplacer de la production de code pur vers de l'architecture, et je pense que je vais finir là un petit peu ce sujet aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que le sujet vous a intéressé. C'est assez rare, hein, que je parle de ces sujets un peu de hype, parce que je veux pas trop rentrer dans les sujets de hype pour faire de la vue, pour faire de la vue, et pour faire de la hype, pour faire de la hype. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on est en train de vivre vraiment un changement assez radical sur le marché. Et ça amène beaucoup de questions et beaucoup de changements dans notre façon d'aborder le code, dans notre façon de développer du logiciel. Et je dois dire que je prends beaucoup de plaisir à développer de façon très traditionnelle, mais je prends aussi pas mal de plaisir finalement à développer certaines choses avec des IA comme Claude Code,
Et principalement Claude Code parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est le meilleur sur le marché pour l'instant. Il n'y a pas de débat. Pour l'instant, j'ai arrêté tous les autres outils. J'utilise que celui-ci pour l'instant. Parce que je prends beaucoup de plaisir parce que ça me permet aussi des fois de me concentrer sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire plutôt la vue feature, fonctionnelle et architecture plutôt que d'aller pisser juste purement et simplement de la ligne de code. Donc les deux sont très complémentaires, je trouve ça plutôt intéressant. Il y a des choses que je continue à coder à la main parce que je vais plus vite à le faire à la main qu'à prompter dans une IA et créer un projet parce que comme je vous dis, hein, ça demande une phase préparatoire d'avant-projet qui est importante. Gardez-le en tête. Ceux qui disent juste j'ouvre un terminal, j'ouvre un éditeur de code et je lui dis vas-y code-moi l'application GoProd, c'est du bullshit, c'est des fumistes et ces gens-là sont dangereux. Donc, et en plus, ils sont en train de décrédibiliser notre métier. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment appréhender ces outils, les intégrer à notre toolbox d'outils, et puis d'évoluer comme ça. De toute façon, on ne peut pas changer, on ne peut pas arrêter un monde qui change. Et donc, il faut accepter le fait que ces outils sont là et qu'ils vont être d'une grande aide pour nous. Voilà, tout simplement. Et c'est un vieux briscard qui le dit. Hein. Voilà mes chers amis, amis ES et amis IES, eh bien écoutez, Titi Moby, il est chaud bouillant, on va aller directement aller sur son live, hein. Allez hop, je vais préparer le raid, Titi/raid Titi Moby, allons-y, est-ce que le raid démarre? Voilà, c'est en train de démarrer. Ça m'a fait énormément plaisir de vous parler de ça aujourd'hui, de vous montrer tout ça. J'espère que c'était assez clair et pas trop décousu. C'est toujours très difficile de pouvoir tout montrer pendant un live comme ça, mais en tout cas, je voulais essayer de vous montrer un petit peu différentes choses et vous expliquer un petit peu ce que j'ai en tête par rapport à tout ça sans aller troller. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais vraiment plein de bisous. On va aller chez l'ami Titi Moby tout de suite. Et ben, moi, je vous dis probablement à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bonne semaine. Ciao, ciao, bye bye. Si j'arrive à changer, voilà.